Dr Nganji, le président de l'AGRA. Un membre du comité de pilotage de cette conférence, c'est-à-dire le dialogue politique de haut niveau, Boukabari, qui va s'exprimer afin de présenter l'ordre du jour de cette journée aujourd'hui, comment nous allons travailler. Ensuite, nous entendrons l'allocution de M. Nganji qui nous présentera les priorités de l'AGRA. Est-ce que les interprètes Bambara sont-ils prêts? Oui, il y en a un. Tout le monde est là, vous pouvez y aller. Ok. Merci. Donc, moi, c'est Boukari Bari. Je suis du comité de pilotage. C'est juste pour donner quelques informations par rapport à ces 3 jours. Comment est organisé le programme. Donc, à titre de rappel, quels sont les objectifs de ce dialogue politique? On a cité quelques points et je reviens là-dessus. Le premier point, c'est d'ouvrir un espace pour le dialogue et la négociation sur les priorités et la gouvernance de la recherche agricole pour l'Afrique. Ça, je pense, ça a été clairement dit. Le deuxième point, c'est identifier les convergences et les divergences entre AGRA et les priorités des producteurs et des productrices par rapport à la recherche. Ensuite, un autre point, c'est de discuter des moyens de renforcer les convergences entre les agendas de recherche. Un autre point aussi, c'est d'identifier les politiques et les pratiques visant à mettre la vision des agriculteurs et les priorités pour la recherche agricole, pour le développement, donc c'est les mettre en évidence. Donc je disais bien d'identifier les politiques et les pratiques visant à mettre la vision des agriculteurs et leurs priorités de la recherche pour le développement, à les partager avec AGRA. Et le dernier point, c'est de communiquer les conclusions et les recommandations de ces dialogues-là à la communauté internationale, au gouvernement, aux donataires et à tous les citoyens. Donc, comment organiser les 3 jours? Les 3 jours sont structurés de la manière suivante. Le premier jour, après les cérémonies d'ouverture, on va commencer les séances d'échange d'informations. Donc, il y aura principalement 2 interventions. Une intervention du président de AGRA, qu'on va donner la parole tout à l'heure, pour nous parler de la vision de AGRA. Ensuite, il y aura des clarifications et des questions. Et dans l'après-midi, on aura la présentation des agriculteurs ouest-africains sur les priorités et la gouvernance de la recherche. Et là aussi, après leur présentation, il y aura des discussions et des réflexions qui seront faites autour de, non seulement de ce qui a été fait par AGRA, mais aussi par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, discussion et réflexion sur toutes les présentations de la journée. Ça, c'est pour la première journée d'échange d'informations. La deuxième journée portera sur les points de convergence et de divergence entre les agendas. Ça va se passer, mais pour ça, il y aura une présentation du programme de recherche de AGRA. Donc, il y aura, la parole sera donnée à AGRA pour qu'AGRA présente tous ses programmes de recherche. Et puis, une discussion ouverte sera organisée et qui va justement permettre à chacun des acteurs ici présents de donner son point de vue et ses réflexions par rapport justement à ces présentations-là. À 12h, entre 12h et 14h, il y aura une vidéoconférence qui sera un lien avec le Parlement britannique, qui va se dérouler dans un autre lieu. Et là, ce n'est pas tous les participants qui iront. Les places sont limitées, c'est une quarantaine de personnes. Et le comité vous dira un peu la manière dont on va sélectionner ces 40 personnes-là. Mais ceux qui ne pourront pas participer à cette conférence auront l'opportunité d'écouter sur place ici dans cette salle une présentation sur l'agriculture durable au Ghana. Et ce sera organisé par Dr King et son équipe. Et l'après-midi, on va continuer
cette discussion ouverte qui a commencé le matin sur les questions de convergence et de divergence sur les agendas de recherche. Et les travaux se termineront à 17h30. Discussion là aussi ouverte. Et l'idée, c'est de construire à partir des agendas convergents ou divergents. L'idée, c'est de dire qu'on va construire, il y aura des discussions qui vont permettre de construire quelque chose sur la base des différents agendas. Donc ça aussi, c'est une discussion ouverte où l'opportunité est donnée à chacun des acteurs, des participants, de donner son point de vue. Là aussi, à midi, entre midi et 14h, il y aura une conférence avec le Parlement britannique. Et ceux qui ne pourront pas partir auront l'opportunité de suivre une présentation sur le ROPA, donc le rôle du ROPA dans les politiques agricoles de la région. L'après-midi, donc cette discussion entamée le matin va continuer après le repas et on va s'acheminer vers la fin. Donc on va organiser une session finale qui va consister à organiser des petits groupes pour faire la synthèse des recommandations qui se dégagent. Et ensuite, il y aura une plénière pour partager ces recommandations-là. Et on va s'acheminer vers la clôture, et donc, que le président fera. Et à 19h, il est prévu une conférence de presse. Et là, on va encore préciser des modalités de cette conférence-là. Voilà, Monsieur le Président, quelques informations par rapport à l'agenda. Voilà, merci beaucoup, Boukari Bari, pour ces précisions et cette introduction à l'agenda. Sorry. Merci beaucoup donc à Boukari Bari pour cette introduction à l'agenda de nos 3 journées de discussion. Et comme Boukari l'a dit, nous allons commencer par une présentation par le président de l'Alliance pour une révolution verte pour l'Afrique, le Dr Namanga Ngonji, des priorités de AGRA et de sa vision du développement agricole et rural. Le Dr Ngonji est bien connu de beaucoup d'entre vous. Il a été extrêmement présent dans le système des Nations Unies où il a occupé des fonctions éminentes puisqu'il a été vice-directeur exécutif du Programme alimentaire mondial jusqu'en 2001, après quoi il a été le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, en période extrêmement difficile pour le Congo, qui était dans une situation de conflit à l'époque, avec des conséquences très considérables pour notamment tout l'est du Congo. Il a ensuite rejoint son travail d'agriculteur au Cameroun, où il est retourné sur sa ferme pendant quelques années, jusqu'à être appelé à la présidence d'AGRA en 2007, quelques mois après le lancement de cette alliance pour une révolution verte pour l'Afrique, qui, je le rappelle, bénéficie de soutien notamment de la fondation Bill et Melinda Gates, mais aussi de DFID, le département de la coopération internationale du gouvernement britannique, et le gouvernement suédois. Et donc le Dr Ngonji va nous exposer les priorités, la vision de AGRA pour le futur. Je lui laisse bien volontiers la parole. Merci beaucoup, Monsieur le co-président de séance. Je voudrais à nouveau vous dire combien je suis heureux de participer à ce dialogue qui est vraiment bien le bienvenu, non seulement du point de vue des paysans et des paysannes, mais également du point de vue de l'AGRA. Je dirais tout d'abord qu'en Afrique aujourd'hui, rien d'autre n'est plus important que la sécurité alimentaire et qui est ancrée fermement sur les épaules des petits producteurs qui pour la majorité sont des femmes qui travaillent, labourent 1 hectare à peu près de terre chacune, généralement sans aucun soutien extérieur. Depuis plusieurs décennies, l'Afrique se débat avec des problèmes de sécurité alimentaire. Une solution
Or, si une solution était disponible, on l'aurait trouvée. Il n'existe pas de solution unique. Il s'agit de rassembler plusieurs éléments afin de soutenir les capacités des petits producteurs, afin tout d'abord de produire d'abord pour qu'ils se nourrissent, parce que nous savons que la majorité des personnes qui souffrent de faim sont avant tout les petits producteurs et leurs familles. Également, produire suffisamment pour qu'ils puissent vendre l'excédent sur les marchés afin de générer des revenus pour pouvoir payer d'autres nécessités hors alimentation. Et également qu'ils soient davantage reconnus en tant qu'agents économiques dans leur pays. Voilà des éléments clés sur lesquels il faut se concentrer. En 2003, nous savons tous que l'Union africaine a pris une décision osée à l'époque, audacieuse, en développant le PDDAA, qui a permis de modéliser les opinions internationales et au niveau de l'Afrique pour accroître le soutien sous l'investissement pour l'agriculture en Afrique. Lors de la même conférence, aux yeux des les fondations et les ONG ont lancé un appel pour qu'il y ait davantage de soutien financier à cet égard. En 2004, j'étais à Addis Abeba lors de la réunion de l'Union africaine lorsque Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, a fait une déclaration importante sur la sécurité alimentaire en Afrique, disant que l'Afrique avait besoin de sa propre révolution verte basée en Afrique en 2004. Ça a été suivi en 2006 lorsque la Fondation Rockefeller, qui était déjà impliquée dans des projets de recherche et de soutien au marché en Afrique, elle s'est associée avec la Fondation Bill et Melinda Gates afin de créer ce qu'on appelle l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, afin de travailler avec les gouvernements, les organisations producteurs et d'autres partenaires du développement afin de faire naître cette Afrique, cette Alliance pour une révolution verte en Afrique, qui n'est pas une copie de la révolution verte en Asie. La révolution verte, à chaque fois qu'on l'emploie, on a l'impression que c'est une simple photocopie de la révolution verte en Asie, qui était basée sur l'irrigation de milliers d'hectares, mais qui est en fait cibler des systèmes d'irrigation pour la production de riz ou de blé adaptés en Inde, en Asie. La révolution verte africaine est différente. Alors, j'ai une série de diapositives à l'écran qui essaieront de vous démontrer quelle est notre approche en matière de révolution verte en Afrique. À peu près 70% de la population africaine dépend de l'agriculture, 70%. Et donc, tout gouvernement qui essaye d'avoir un projet en termes de développement économique serait bien avisé de se concentrer sur ces 70% de sa population. L'agriculture contribue à environ 30% de la croissance du PIB. Même au Ghana, un pays assez bien développé, eh bien l'agriculture représente entre 20 et 30% du PIB et emploie les 2/3 de la population du Ghana. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'Afrique n'est pas un continent homogène. Lorsqu'on parle d'agriculture africaine, eh bien, souvent, on peut penser que la géographie est homogène. Ce n'est pas le cas. Regardez la carte. Il s'agit des différents systèmes agroécologiques en Afrique, des régions agricoles en Afrique. Vous voyez les différentes nuances de couleurs. Et donc, c'est pour ça que les réponses, les politiques doivent être adaptées aux besoins spécifiques locaux. Une solution uniforme pour toute l'Afrique est impossible. C'est pour cela que l'AGRA, à travers différents efforts adaptés au niveau local, essaie de dégager des systèmes ou des technologies agricoles afin de soutenir les producteurs dans ces régions agricoles. Nous connaissons tous le problème des changements climatiques.
d'autres personnes, cependant, dans d'autres parties du monde qui pensent que le changement climatique n'existe pas. Mais j'ai beaucoup vécu au Kenya et lorsque j'y suis arrivée, eh bien, normalement, c'est la saison sèche maintenant. Mais l'année dernière, cette année, on ne sait plus lorsque la saison sèche va venir. Il y a 2 ans, elle est survenue pendant la saison des récoltes et donc il y a eu beaucoup de récoltes qui ont été gâchées, qui ont été perdues à cause de ce changement climatique. Il faut donc que les systèmes soient adaptés à des situations qui sont de moins en moins prévisibles. Alors évidemment, toutes les études nous disent qu'on peut augmenter, si on adaptait cela, on pourrait augmenter le rendement, multiplier le rendement par 2 ou par 3. Quel est le projet de l'AGRA? Eh bien, c'est d'avoir une Afrique ne connaissant pas de problèmes alimentaires sur des systèmes durables, à travers une transformation rapide et croissante, c'est-à-dire qui va un peu plus vite que les développements actuels, parce que les petits producteurs doivent vraiment avoir accès à ce dont ils ont besoin pour produire. Notre mission est de transformer l'agriculture africaine en un système concurrentiel, efficace et productif. Il est essentiel. Lorsque vous vous déplacez en Afrique, vous pouvez acheter des aliments qui sont produits hors du continent et qui sont vendus moins cher. Et c'est vraiment intolérable. Il faut faire preuve d'ambition afin de réduire de 50% les niveaux de sécurité alimentaire en 20 de doubler les revenus des petits producteurs d'ici 2020 et de lancer 15 pays vers une agriculture productive et donc vers la révolution verte. L'AGRA est présent dans 13 pays à travers ces programmes et nous menons des explorations dans 3 pays. Dans 4 pays, nous avons vraiment des travaux plus approfondis afin qu'ils deviennent des greniers. Et l'un de ces pays est le Ghana, les 3 autres sont le Mali, la Tanzanie et le Mozambique. Il est évident que nous devons transformer l'agriculture africaine en travaillant avec les petits producteurs. Ça ne veut pas dire d'aller voir chacun de ces producteurs et lui donner en main propre des engrais, des outils, mais en soutenant les systèmes qui permettent de faire naître cette transformation en facilitant l'accès aux semences, au marché, aux engrais et de soutenir les politiques favorisant cette transformation en faveur de l'agriculture paysanne à petite échelle. Nous nous concentrons sur différentes cultures et comme je l'ai dit, nous travaillons en partenariat. Il s'agit d'une alliance et l'alliance, par définition, veut dire que nous travaillons avec plusieurs partenaires, les gouvernements, des partenaires stratégiques. Je viens de signer un protocole d'accord avec le gouvernement norvégien pour qu'il nous rejoigne. Donc, initialement, nous avons été soutenus par 2 fondations, par le ministère britannique de l'aide internationale, mais maintenant, nous élargissons notre partenariat. Cela inclut le secteur privé. Il faut travailler avec ce secteur privé pour fournir des services aux petits paysans et paysannes de manière durable et abordable. Donc, nous avons une approche globale à travers 4 programmes. L'un des plus anciens touche au système semencier. Si l'on veut améliorer le système agricole, il faut commencer par le départ et ce sont les semences dont les paysans ont besoin. Des semences qui peuvent produire 5 et 10 tonnes métriques. Voilà, il y a différentes capacités par rapport à ce qu'une semence peut produire.
produire jusqu'à 5 tonnes métriques par hectare, eh bien, il faut que ces semences soient également adaptées au système agroécologique, adaptées également aux habitudes alimentaires des consommateurs. Nous soutenons les universitaires, les étudiants. Nous voulons former ici au Ghana 40 doctorants, et également 40 doctorants dans le KwaZulu-Natal. Et nous avons également 12 programmes avec d'autres universités, des programmes avec 12 autres universités en Afrique. Il ne savait pas simplement d'envoyer des étudiants occidentaux en Afrique. En Afrique, nous avons des capacités pour améliorer les choses. Nous apportons notre appui au gouvernement et aux agences de recherche agronomique, comme ici au Ghana. Il faut encourager leur capacité à travailler tout le long de l'année afin de pouvoir produire, générer des semences plus rapidement. Nous travaillons également avec des instituts de recherche sur l'eau, sur des projets concernant l'irrigation, entre autres. Également, la multiplication des semences est importante. Il faut que lorsqu'une semence est produite dans un institut de recherche agronomique, qu'elle soit multipliée et distribuée. Et donc, ici au Ghana, nous avons un projet, mais au Mali également, il y a notre ami Koulibaly qui a commencé à produire 9 tonnes métriques de semences et aujourd'hui, il en produit 1000 tonnes métriques. Donc, nous formons également les petits paysans pour qu'ils puissent produire des semences de qualité, de sorgho, de millet, de niébé, de riz, toute une variété de cultures. Mais cela ne suffit pas. Lorsque vous produisez des semences, comment est-ce que vous les rendez accessibles aux paysans? Et donc, l'agro-distribution est importante, les revendeurs sont importants et leur réseau de distribution est important. Il faut que ce soit local afin qu'il y ait suffisamment de quantité et répondre aux besoins des paysans, c'est-à-dire en petits paquets, c'est-à-dire qu'il n'est pas acheté des sacs de 20 kg de semences ou d'engrais. Donc, on leur propose d'acheter des paquets de 1 kg, 5 kg, 10 kg en fonction de ce qu'ils peuvent se permettre. 1 kg de semences produites par des entreprises soutenues par Agrès revient à 2 $ le kilo. Le même kilo produit par les semenciers multinationaux qui occupent le marché coûte entre 7 et 10 $ le kilo. Vous voyez donc qu'il y a un avantage à utiliser des capacités locales au niveau des communautés. Parlons des marchés. Et il ne s'agit pas seulement des marchés des intrants, c'est également des marchés pour des produits alimentaires. Et c'est un domaine clé de recherche. Nous avons un programme portant sur l'amélioration des sols afin d'améliorer la capacité de production par hectare. Ce matin, nous avons dit que 60% des sols africains sont dégradés et si l'on ne fait rien pour y remédier, eh bien, ils vont encore se dégrader davantage. Donc, la qualité agroécologique des sols est importante. Il faut apporter de la matière organique afin de rendre au sol ce que vous en avez prélevé. Mais lorsque vous produisez 1 tonne de céréales, vous sapez le sol, vous épuisez les nutriments du sol qu'il vous a donné. Et donc, il faut redonner les nutriments que vous avez enlevés du sol. Sinon, eh bien, le sol se dégradera encore davantage. Le sol n'a pas des capacités inépuisables. Et donc, à travers ce programme, nous formons
des étudiants, des spécialistes en santé du sol. Ici, à Ghana, à l'université de Kumasi, nous avons lancé un programme pour former des doctorants en santé du sol et nous avons ces programmes dans 7 autres universités au niveau de master et de doctorat. Donc, nous renforçons les capacités des institutions africaines afin de répondre agricoles dans leurs pays respectifs. Le programme dans ces universités n'est pas seulement un programme technique. Si c'était simplement un programme technique, on peut aller n'importe où dans le monde et faire pareil. Ce que nous essayons de faire, c'est d'introduire de nouveaux modèles d'opération à travers des recherches participatives. Les étudiants mènent leurs recherches dans leur propre pays, dans leur propre communauté locale, afin de construire une relation avec les producteurs locaux. Sans cette possibilité, et c'est important qu'ils construisent ces relations pendant leurs années d'études. Ensuite, nous, comme je l'ai dit, nous avons une approche basée sur la chaîne d'ajout de valeur, donc production, distribution et vente. Si vous produisez 5 tonnes par hectare, il est difficile d'évacuer toute cette production. Et nous savons que les producteurs sont souvent dispersés, ils ont peu de terre, peut-être qu'ils vont mettre sur le marché 1 tonne, une demi-tonne. Donc il est important d'avoir un meilleur accès au marché et d'introduire la notion de qualité dans les produits vendus. Si les organisations paysannes pouvaient réaliser cet objectif, ce serait formidable, mais ils ont besoin de renforcer leurs capacités afin que leurs propres paysans réalisent cela. Et donc nous appuyons des organisations paysannes ou les prestataires de services, c'est-à-dire les systèmes de stockage de semences en entrepôt, c'est-à-dire le producteur amène ses semences qui sont propres et elles sont entreposées dans un endroit. Et donc, le producteur n'est pas dans l'obligation de vendre l'ensemble de sa production dès que ça a été récolté. Il peut la vendre plus tard grâce à ce système d'entrepôt. Et nous voyons que cela a beaucoup de succès. Nous introduisons également la notion de valeur ajoutée afin d'améliorer la valeur des produits, même par avoir une meilleure taille du produit, du grain ou de la qualité qui est vendue. Et nous espérons que cela nous permet que nous allons également que ces producteurs de semences soient mis en lien avec les éleveurs afin que le manioc et la cassave soient utilisés à des fins d'alimentation animale. Le 4e programme que nous avons porte sur la politique. Nous savons que les marchés, les sols et les semences ne fonctionneront pas s'il n'y a pas un cadre politique favorable dans leur pays. Souvent, les politiques sont formulées dans une capitale européenne ou à partir de Washington et on impose cette politique en Afrique. On sait bien que ça ne fonctionne pas. Dès qu'un programme disparaît, la politique disparaît elle aussi. Donc, nous avons une approche de bas en haut, de créer au niveau national un processus de consultation, de conversation afin d'interpeller les gouvernements, les parties prenantes, afin d'avoir ce qu'on appelle des points d'ancrage, des cercles sur le sol, sur les semences, sur d'autres aspects au niveau local, afin que vous puissiez faire part de vos recommandations en termes de choix politiques à l'intention du gouvernement pour que le gouvernement puisse choisir quel type de politique est adapté au pays. Ici au Ghana, je pense que le
ministre, qui n'est plus là, l'a mentionné. Le Ghana est engagé dans ce processus. Cela a permis de générer des changements de la législation qui précédemment était un obstacle à l'utilisation locale de semences locales, d'engrais locaux. Dans beaucoup de pays, plusieurs pays, disons, en fait, certains des engrais qui étaient utilisés, c'était du sable de plage. Donc, il faut avoir des systèmes réglementaires qui garantissent que si un producteur débourse de l'argent pour avoir de l'engrais, ce qu'il reçoit, c'est bien de l'engrais. Donc, nous faisons des recommandations non seulement techniques, mais également dans d'autres domaines. En dialoguant avec le gouvernement, on s'est dit pourquoi ne pas pouvoir trouver des mécanismes afin d'encourager les banques privées pour qu'elles financent le grand secteur de production, c'est-à-dire l'agriculture, que les prêts soient plus importants. Et à l'heure actuelle, l'investissement du secteur bancaire privé est de 30%. Ce n'est pas suffisant. En Tanzanie, nous travaillons avec Equity Bank au Kenya et d'autres en Afrique du Sud, et nous avons pu obtenir plusieurs milliers de dollars en garantie, et nous avons pu mobiliser plus de 160 000 dollars. Le taux d'intérêt en Tanzanie est passé de 46% en venant des prêts microfinanciers à 15%. Parce que les banques sont confiantes qu'elles ne vont pas faire faillite si elles apportent leur soutien au secteur agricole. Donc, travaillons également avec le gouvernement du Nigeria afin de déployer le plus grand programme pour que le Nigeria utilise ses propres fonds, 300 millions de dollars nigériens, et également mobiliser plus de 3 milliards de dollars avec leurs propres banques. Même chose avec le Kenya. Divers chiffres sont mobilisés à hauteur de plusieurs millions de dollars. Pourquoi est-ce que l'agriculture, les banques sont un peu réticentes à investir? Eh bien, il faut changer la donne. Si on peut mettre à l'écran la prochaine diapositive. Très vite. L'AGRA est une organisation jeune. Nous avons été créés il y a 5 ans. Nous allons célébrer notre 5e. Nous avons déjà célébré notre 5e anniversaire lors d'un forum de l'AGRA qui a eu lieu en Tanzanie. Pendant cette période, nous avons permis à produire 236 semences améliorées, dont 90 sont déjà commercialisées. Et nous espérons que le reste de ces semences, une fois qu'elles seront certifiées, seront également commercialisées et adoptées par les paysans. Au Mali, nous travaillons sur 200 000 hectares sur des programmes intégrés de gestion de fertilité de sol, c'est-à-dire vous avez des systèmes de rotation des cultures entre les légumineuses et les non-légumineuses pour bénéficier donc de la fixation naturelle de l'azote à travers les plantes plutôt que de donner de l'azote artificiel. Nous soutenons un réseau de distribution de 30 000 petits revendeurs de produits agricoles situés dans des endroits ruraux. Ici au Ghana, nous travaillons avec plus de 2000 de ces petits revendeurs. En termes d'accès au marché, nous avons permis à ce que le revenu des petits producteurs avec un accès de marché soit facilité et que le revenu soit multiplié par 30%, et également que les aliments achetés en Afrique soient produits en Afrique. Au Malawi,
le gouvernement n'avait pas de bonne politique en termes de fixation de prix. En travaillant avec USAID, nous avons pu convaincre le gouvernement d'avoir une approche plus progressiste par rapport à la tarification et de solutionner ce problème et de devenir un acteur clé. Évidemment, il faut garder des stocks pour parer à toute crise. Je parlais de variétés de cultures sur lesquelles on travaille. À l'écran, vous voyez que nos programmes principaux, c'est sur le maïs, le sorgho, le millet, le manioc, et le niébé, les haricots, différents types de variétés qui sont utilisées. On ne se concentre pas sur 2 ou 3 cultures, mais il y en a d'autres. Et je pense qu'il faut également se concentrer sur d'autres variétés. En Éthiopie, c'est le teff qu'ils utilisent principalement. Et donc l'Éthiopie nous a demandé de se concentrer sur le teff et nous avons dit oui. Passons à la diapositive suivante. Donc, améliorer le système de fourniture, c'est-à-dire la distribution, la revente de produits agricoles. Et donc, les distributeurs, les revendeurs sont maintenant formés pour qu'ils puissent prodiguer des conseils aux petits producteurs. Les revendeurs, les distributeurs ont un rôle à jouer. Et ils peuvent faire des démonstrations comment utiliser de diverses manières les intrants pour améliorer la production et la productivité. Il est évident que l'investissement doit se diriger dans des endroits. Moi-même, je paye $1000 par tonne métrique pour des engrais. Au Cameroun, c'est un pays assez développé, donc imaginez au Mali ou d'autres, certainement le prix pour une tonne serait plus élevé que cela pour les engrais. Donc, il faut avoir une meilleure utilisation de ces engrais par les paysans. Et donc, nous voulons encourager le microdosage, c'est-à-dire utiliser un tiers de l'engrais et l'insérer dans le sous-sol afin qu'il ne soit pas que les pluies ne le dispersent pas. Je crois qu'avec les services de divulgation, de vulgarisation dans les différents pays, nous allons encore faire de progrès en la matière. L'accès du marché, j'en ai déjà parlé, tout le monde ne peut être qu'en faveur de rendre les marchés plus accessibles. Si les organisations paysannes étaient suffisamment robustes, eh bien, beaucoup des travaux de l'AGRA seraient facilités parce qu'il y aurait davantage d'accès, il y aurait un respect, il y aurait une confiance. Je pense que les organisations paysannes ont un rôle important à jouer dans la transformation de l'agriculture africaine. L'AGRA a créé ce qu'on appelle le centre de soutien pour les petits producteurs. Nous avons développé ça avec les 4 pays clés que j'ai mentionnés, le Ghana, le Mali, la Tanzanie, le Mozambique, et nous allons l'élargir à d'autres pays. En guise de conclusion, messieurs les présidents de séance, j'aimerais dire que l'AGRA est une organisation assez jeune, on n'a pas trop d'antécédents, et donc nous sommes ici pour débattre, dialoguer sur les façons d'améliorer les choses et de répondre aux besoins des petits paysans. Un point clé, c'est que l'AGRA ne travaille pas sur l'élevage. L'élevage est un secteur important parce que la majorité des producteurs produisent non seulement des cultures, mais également sont des éleveurs. Et j'étais lors d'une réunion au Kenya, à Nairobi, pour explorer comment justement le secteur de l'élevage pourrait maintenant être également intégré dans les travaux de l'AGRA, préparation des terres, beaucoup d'aspects de l'élevage. L'AGRA va essayer de se pencher dessus, des régimes d'assurance, entre autres.
dernier point, on parle d'une révolution verte en Afrique, mais ce n'est pas seulement une révolution verte qui nous permettra de concrétiser la sécurité alimentaire. Je crois qu'on a besoin d'une révolution sociale, une révolution au niveau du gouvernement, de la société civile, pour garantir que les décideurs, les gouvernements et les participants garantissent que les secteurs plus faibles, plus pauvres de la société tirent parti de ces avancées économiques, de technologies qui minimisent le travail, le labeur, par exemple les femmes qui doivent, en plus de travailler les champs, d'aller chercher le bois de chauffe, etc. Et donc, il faut également que les droits d'accès aux terres soient renforcés pour les femmes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Dr Ngongi. Je crois que vous avez bien ouvert ce débat et ce dialogue. Vous avez insisté, en fait, sur le fait que la révolution verte en Afrique, selon l'AGRA, ne doit pas être une photocopie de celle de l'Asie. Et c'est là quelque chose de très spécifique et qui se trouve au cœur de votre travail, c'est-à-dire la préoccupation pour les petites exploitations familiales et surtout les femmes. Alors, j'aimerais en fait maintenant inviter certains des paysans présents ici à intervenir si ils ou elles ont des questions, des demandes d'éclaircissement ou des observations sur ce que vient de dire le président de l'AGRA. Qui veut prendre la parole?